Alors, bienvenue à la ferme Quinn, établie par mes parents en 1981. Ils ont commencé de zéro, c'était des champs ouverts, il n'y avait absolument rien avec quoi travailler. À cette heure, on accueille près de 100 000 visiteurs par année, un chiffre d'affaires de 2 millions. Bien important de retenir que de ce 2 millions-là, il y en a 500 000 qui est attribué à l'admission, les frais d'admission à la ferme, 500 000 par année. Moi et mon épouse, on a pris la relève en 2010, janvier 2010. Le chiffre d'affaires à mes parents, le meilleur était à 460 000. On est passé de 460 à 2 millions en 9 ans. Super le fun. C'est bien important. On charge très cher. Pendant le festival des récoltes, l'automne, c'est 10 par personne. Festival de la fraise, 10 par personne. Une belle grosse fin de semaine de 10-12 000 personnes, là. C'est le fun. Mon ami Gaétan de la ferme Gros-Pierre à Compton, il est venu voir. Il dit, « Ben là, j'ai pas les moyens de faire ça, j'ai pas les moyens de faire ça. » Ben, commence à quelque part, 2 piastres par personne. Tu as combien de visiteurs par année? Ben, 50 000. 2 fois 50 000, c'est 100 000 piastres. Ça commence là. Il ne faut pas avoir peur de charger. Il ne faut pas avoir peur de charger parce que c'est vraiment pas fair pour la prochaine génération. Si j'ai à payer valeur marchande, mes parents sont divorcés, fait qu'il a fallu que je paye valeur marchande, une maison à un, une maison à l'autre, des vacances chacun, des véhicules chacun. Donc, j'ai payé valeur marchande. J'ai 2,75 millions là, à payer. Il faut que je charge. Il faut charger. Il faut charger valeur juste. Il ne faut pas avoir peur non plus. Le plus qu'on charge, le plus qu'on peut nous offrir, le plus qu'on peut offrir une expérience de qualité aussi. On va accueillir maintenant un entrepreneur que vous connaissez bien, M. Pierre Bourdage. Bien, bonjour, bienvenue à la ferme Bourdage. On est une entreprise familiale. Depuis 1821 que les Bourdages cultivent la même terre. Moi, j'ai acquéri avec mon frère Jean-François au commencement l'entreprise. J'ai acquéri des parts en 90. Puis mon frère est arrivé en 2008, je suis le plus vieux de la famille. Vous voyez, surplombé, on a des champs, on a 22 hectares de fraises, mais on fait des céréales, on fait du maraîcher, c'est-à-dire du maïs. On a 4 hectares environ en rhubarbe. La rhubarbe est vraiment pour le produit vinicole en passant. Je dirais qu'on est une entreprise vraiment familiale par sa nature. On essaie de produire d'une façon... je dirais, on fait de la lutte intégrée sur l'entreprise. On essaye de favoriser le développement durable, l'environnement. Je dirais aussi que c'est une entreprise qui, on va avoir aux alentours de entre 40 et 70, 80 personnes, dépendamment du temps de la saison. Je dirais 80% du chiffre d'affaires se passe dans 2 mois, donc on est très saisonnalisé. On vend dans les épiceries toute l'année, dans les produits transformés, et on vend aussi dans les boutiques spécialisées. On est à la SAQ au niveau des produits vinicoles. On vend aux alentours de 40, on produit 40 000 bouteilles de produits vinicoles annuellement. Je dirais que la saison, là ici, on a une partie où on veut mettre en valeur les produits du terroir. Dans le fond, c'est plus notre patrimoine. Donc, on a une partie un peu plus muséale. Puis, on invite les visiteurs, on fait des visites guidées un peu comme M. Quinn avant, mais pas aussi d'envergure. C'est sûr qu'on a le volet agrotourisme qu'on veut développer avec les années. Mais si vous passez en Gaspésie, bien, venez nous voir, ça va nous faire vraiment plaisir. Merci. Ça marche. Bonjour tout le monde, content d'être avec vous. À la base, je suis producteur d'argousier. Pour ceux qui connaissent ça, c'est une petite baie orange remplie de vitamines qui se cultive un peu partout au Québec. Moi, je suis à Saint-Ferréol-les-Neiges, sur la côte de Beaupré, un petit peu avant Charlevoix. Fait que ça fait 10 ans là, que j'ai parti ma culture. Puis, vous allez voir dans la vidéo un peu l'histoire, pourquoi le kombucha est arrivé. Mais avant de fabriquer ma boisson kombucha, qui est une boisson à base de thé fermenté, nous, dans notre cas, on utilise les feuilles d'argousier qui ont à peu près les mêmes molécules que le thé qui vient de Sancha. Fait qu'on est très local, vous allez comprendre pourquoi. Ça fait partie aussi de notre brand. Et puis, avant de faire la boisson, moi, je travaillais avec des restaurateurs et des brasseurs de bière. C'est comme ça un peu que j'ai commencé à faire de la business en argousier. Puis tranquillement, pas vite, j'ai amené le
projet que vous allez voir, puis on travaille avec... Tous nos petits fruits viennent à 150 km maximum de notre fabrique. C'est notre target qu'on s'est donné, puis on est très fiers. Fait que je vais laisser le vidéo filer. Je m'appelle Léon, j'habite Saint-Féréol-les-Neiges. J'habite la région depuis plus de 15 ans. On a décidé de travailler à partir de saveurs boréales parce que, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est de s'approvisionner localement. On va chercher des petits fruits qui viennent du Québec, que les gens connaissent, qui sont accessibles. Puis le fait de travailler avec l'eau de source, bien, ça nous assure une qualité. Puis voilà, c'est local. Je suis venu m'établir à Saint-Féréol-les-Neiges, en fait, parce que c'est un paradis du plein air. C'est une région exceptionnelle. C'était important pour moi de me rapprocher de la montagne, des sentiers, de pouvoir faire du ski de fond, du vélo de montagne. Je trouvais ça important d'avoir une boisson rafraîchissante, mais également qui allait donner un super apport après un exercice ou une journée de travail. La réponse est phénoménale. Les gens adorent notre produit. Je pense qu'ils reconnaissent le côté plaisir. C'est le côté santé de notre produit. En fait, j'ai choisi de cultiver l'argousier pour ses propriétés parce que je me suis vraiment intéressé au territoire puis aux gens qui l'habitaient. C'est une plante nordique à la base. L'argousier fait partie des fruits les plus vitaminés et nutritifs du règne végétal, alors je trouvais ça super intéressant, surtout pour les valeurs antioxydantes. Ce qui est super intéressant avec l'argousier, c'est que les acides organiques de l'argousier sont faits pour le kombucha parce que ça donne une complexité exceptionnelle. J'ai décidé de me faire un atelier à même ma terre. Je suis près de mes arbres, je peux passer de l'agriculture à ma production, puis d'une année à l'autre, la météo n'est pas pareille, nos fruits ne se développent pas de la même façon. Je trouvais ça important de garder le côté artisanal, dans le fond, parce que je peux ajuster mes recettes en conséquence. Ce qui est intéressant avec la production de kombucha, c'est qu'on peut non seulement faire de la bouteille, mais on peut aussi faire des fûts. On peut desservir des microbrasseries, des pubs, des bistrots. C'est une belle alternative à l'alcool, en fait. Le kombucha leur apporte une boisson non alcoolisée, mais complexe, savoureuse, exceptionnelle. Ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer de développer des bonnes recettes, faire un bon kombucha que les gens aiment, puis de continuer tout simplement à aimer ce que je fais tous les jours. Merci, messieurs. Merci pour ces présentations. Maintenant, on sait à qui on a affaire. Je vais vous demander de nous parler de votre clientèle cible, comment vous l'avez identifiée, puis comment vous avez identifié les besoins de cette clientèle-là, parce que c'est le nerf de la guerre, ça oriente toutes nos actions par la suite. Philippe, toi, tu as une clientèle bien claire, bien identifiée. Tu as même un petit nom là, pour nommer ta clientèle cible. Les Yummy Mummies du West Island. Les Yummy Mummies. Yummy Mummies. Des jeunes mamans qui sont à la maison à semaine longue avec des enfants qui ont vraiment hâte de sortir puis qui ont le portefeuille de leur mari à la main. C'est ma clientèle cible. Puis, comment tu l'as identifié au fil du temps? C'est en observant, c'est en posant les questions? Oui, ben mon père étant anglophone, on a toujours le côté anglophone de Montréal, c'est nous qui le desservons de notre côté, de West Island. Puis, au fil des années, on a vraiment vu que c'est la maman qui décide qu'est-ce qui se passe en fin de semaine. C'est elle qu'on doit garder contente, puis c'est elle qui va dépenser de l'argent. Pierre, toi, tu as trois clientèles cibles, parce que tu es très diversifié. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. De la façon qu'on a déterminé, moi, c'est sûr que ça vient d'une patrimoine, ça vient d'une famille. Mes parents étaient là avant moi. On a développé la fraise en partant en 40, les premiers balbutiements. C'est sûr que ça a évolué. Quand je suis arrivé en 87, je m'ai posé la question tout de suite avec le développement des produits transformés 90. On a développé certaines études de marché sur le développement des produits transformés puis les produits frais.
Puis, on avait des variétés qui étaient comme sensibles à la conservation. C'est pour ça qu'on a développé un peu plus le côté transformation. Puis le marché, bien, à l'époque, bien, on vendait dans les épiceries. Je faisais du porte-à-porte. Moi, j'ai commencé en faisant, en marchant quasiment toute la Gaspésie au complet. Ça fait que mon public cible, au début, c'était beaucoup du démarchage, du porte-à-porte. Il y avait des mamans, mais il y avait des papas aussi. On avait, à l'époque, c'était ça. Puis là, aujourd'hui, ben, on l'a déterminé par des sondages. Notre public, c'est en partie les baby boomers, je dirais à 30%. Puis après ça, les jeunes familles, entre 18 et 35 ans, on a quand même aussi un engouement. On parle de la boutique, du terroir chez nous. 50% du chiffre d'affaires provient de notre boutique. Puis on voit beaucoup de tendances avec terroir en VR, entre autres. Les gens voyagent, ils s'arrêtent, ils ont le temps de découvrir. Fait que les vacanciers chez nous, on ne parle pas du chiffre d'affaires ou de la quantité, mais on parle d'à peu près 25 000 qu'on répertorie au niveau des visites à la ferme, présentement, par année, annuellement. Donc, c'est quand même... puis, au niveau du marché, ben, on vend dans les épiceries. Ça fait que c'est notre public cible, je veux dire, autant les baby boomers, les plus âgés, que plus jeunes. Les gens veulent avoir des produits locaux. Tu me disais les milléniaux, urbains. Oui, c'est assez diversifié au niveau dans le fond, de la consommation, là, parce qu'on vend à 90% de nos fraises en Gaspésie. Puis, Léandre, ça a été toute une démarche pour identifier votre marché. Comment vous avez procédé? Bien, en fait, nous, on savait que c'était un produit tendance qui s'en venait à grands pas. C'était déjà arrivé dans l'Ouest, ça s'en venait tranquillement au Québec. Nous, ce qu'on a fait, on a fait un positionnement de toutes les compagnies, dans le fond, qui étaient au Québec. Ça fait peut-être 1 an et demi, puis il y en avait, plus ou moins une quinzaine. On a regardé un peu c'était quoi, eux, où ils se positionnaient avec leur brand aussi, parce qu'on sait, le kombucha, c'est quand même, c'est un produit tendance, mais qui est très dans le lifestyle. Puis, on a regardé où est-ce que nos compétiteurs se positionnaient, puis on a regardé la place qui était libre, puis ça a donné que c'est la place qu'on voulait prendre, c'est-à-dire les gens actifs, passionnés, qui sont un peu granaux, mais en même temps, que dans le fond, pour eux, ils veulent s'alimenter, ils veulent manger pour être en meilleure santé. Je pense que l'être humain est rendu là aussi. Là. Au début, on mangeait parce qu'on avait faim. Après ça, il fallait que ça goûte bon. Puis là, je pense que la majorité des gens, en tout cas notre clientèle, c'est les gens qui veulent s'alimenter pour être en meilleure santé. Fait qu'on a regardé ce positionnement-là, on a vu qu'il était libre, on a sauté sur ce positionnement-là, et puis on a été justement en déclinant des saveurs simples, des petits fruits que les gens connaissaient. On a laissé les recettes funky aux autres, puis on voulait que ça goûte, je sais pas, est-ce que vous trouvez que ça goûte la fraise? Qu'est-ce que ceux qui ont goûté aujourd'hui? Bien, c'est ça, on voulait que ça goûte vraiment la fraise, puis on voulait que ça goûte les petits fruits. Mais de quelle ferme? La fraise de quelle ferme? Est-ce que vous pouvez deviner? Mais après, c'est ça. Fait que notre clientèle, on l'a ciblé, notre positionnement, mais on savait que c'était les gens actifs, passionnés, qui prennent soin d'eux, qui font du sport, ou les gens un peu plus, ça peut être les retraités aussi, mais quitte à prendre, je veux dire, la boisson gazeuse, on sait que c'est dépassé de plus en plus. C'est pas pour rien qu'une multinationale comme Pepsi-Cola a acheté une des plus grosses compagnies de kombucha aux États-Unis il y a 2 ans. On parle de milliards qui s'en vient pour la proportion de marché de ce type de boisson-là. Puis, on a vraiment ciblé notre clientèle. On a regardé les gens qu'on voulait atteindre. Puis c'est comme ça qu'on l'a fait. J'aimerais avoir des exemples de comment vous êtes adapté pour plaire à votre clientèle. Philippe, toi, tu me dis que c'est le service à la clientèle qui est ta valeur numéro 1 à la ferme. C'est ce que tes clients recherchent, le service. Oui, tu ne peux pas l'avoir chez Walmart, tu ne peux plus l'avoir au IGA, au métro. La connexion humaine sincère avec un regard dans les yeux, comment ça va aujourd'hui, puis une relation qui est développée au fil du temps, avec une relation intime avec des clients cibles aussi. Puis comme Julie l'a mentionné tantôt, quand on fait une tournée de la ferme, avoir une relation avec une famille, puis qu'ils reviennent 2-3 ans plus tard, puis l'enfant, il te donne un gros bear hug sur la jambe, puis « Ah, je me souviens de toi, Farmer Phil! » Oui, c'est... C'est ce qui distingue de tes concurrents aussi. Oui, puis de plus qu'on charge, de plus qu'on peut donner de service à la clientèle. Parce que les employés ont des meilleurs... Les employés, on les garde année après année parce qu'on les paye plus cher. La saison, on la met plus longue, donc on les garde occupés à l'année. Ouais. Pierre, tu me parlais que tu voyais une opportunité avec l'agrotourisme.
tu veux développer ce marché-là à la ferme? Oui, c'est sûr et certain que, ça, je posais la question tout à l'heure avec la belle présentation de Julie, l'agro-tourisme est pertinent chez nous, est en développement. Depuis 2 ans, on fait partie de Terroir en VR qui va changer. Il y a une tendance, les gens veulent retourner à la terre, ça fait qu'on s'est positionné là-dessus. On a fait un sondage en 2014, puis les clients veulent avoir une expérience à la ferme. Fait qu'on, nous, on table, on veut essayer de tabler à la ferme, d'avoir que les gens arrivent puis qu'ils vivent une expérience, qu'ils vivent un wow, qu'ils vivent ils ont quelque chose à rapporter. Puis aussi, on veut essayer de le vendre aussi. On a une boutique du terroir, ça fait que c'est sûr de vendre des produits à l'intérieur de notre expérience qu'on veut leur offrir. Vous les rejoignez beaucoup sur Facebook. Oui, c'est sûr qu'on les rejoint sur Facebook. On est un peu aussi sur Instagram. Fait que c'est sûr qu'on on a ces outils-là pour nous aider au niveau de l'offre. Communiquer vos changements puis vos adaptations. Puis aussi, travailler aussi, c'est sûr que c'est important, la qualité du produit. Donc, il y a l'expérience, mais la qualité du produit, puis s'assurer que le produit de qualité jour après jour. Fait que quand on veut établir un standard, mais essayer de le maintenir année après année ou semaine après semaine. Fait que, le défi, la formation de la main-d'œuvre, tout ça, fait que c'est sûr que c'est toutes des parties importantes. Puis toi, Léandre, pour t'adapter à ton marché cible, quel changement, quel processus tu as mis en place là, chez toi? En fait, moi, je l'avais beaucoup remarqué, j'avais des liens très directs avec les restaurateurs. Quand je débarque chez Boulet, je vais voir ces pâtissières avec mes baies d'argousier congelées. Les clients, au final, la traçabilité, c'est super important. Puis je me suis rendu compte que le consommateur, en bout de ligne, il veut savoir c'est qui le producteur en arrière. Puis on a essayé de reproduire ça aussi avec notre produit, dans le sens que on n'a pas notre modèle d'affaires, c'est nous qui faisons le démarchage avec nos commerçants. On a 200 points de vente, mais les 200 points de vente qu'on a au Québec, c'est B2B, avec les gérants d'épicerie, avec les cafés, avec les spas, Fait qu'on a essayé, on aurait pu mettre ça dans les mains d'un distributeur, puis y aller pour le volume, puis dire, OK, vends-nous ça, mais on a dit non. J'ai compris que chaque distributeur, c'est un peu comme le restaurateur, le client, ou en bout de ligne, fait que quand je fais mes livraisons, je fais encore des livraisons, puis quand je vois le commerçant, j'ai ces feedbacks directs d'un client, d'une cliente qui dit « Hey, ça, tel truc », on est capable de s'adapter. Fait que je pense que c'est important de rester près de notre clientèle. Ça, moi, je l'avais compris dans le passé, on l'a répété là, puis d'offrir aussi un produit de qualité supérieure parce que les gens, ils ont un choix monétaire à faire dans ce qu'ils achètent à tous les jours, puis il faut répondre à leurs attentes. Donc, c'est comme si tu faisais des sondages, des panels auprès de tes vendeurs là, en faisant la distribution. Oui, on est vraiment, vraiment proche. On a le feedback direct. On appelle chaque semaine. On est très, très proche, puis on essaie de s'adapter. C'est un produit à base vivant, fait qu'il y a des levures là-dedans, ça évolue à la chaleur en plus. Fait que, il peut y avoir des petites surprises des fois, fait qu'on travaille fort pour que toute la chaîne soit respectée, puis on est très, très proche des commentaires, très, très présent sur les médias sociaux parce que notre clientèle est toujours sur... Ça m'amène dans mon prochain point, parce qu'on peut instaurer des changements dans nos façons de faire pour nous adapter à notre clientèle. Des fois, on va peut-être trop vite ou on fait des changements qui ne plaisent pas à notre clientèle. Toi, tu m'as parlé c'est pas tant que ça n'a pas plu, là, mais c'est plus les moments de l'année qui n'étaient pas appropriés. Oui, c'est une question, tantôt que vous parliez d'agrotourisme, de diversification. Moi, j'ai compris qu'à un moment donné, on était super contents. Là, on vient de finir, on a fini à l'automne notre première année d'exploitation. Fait que c'était dur, on n'avait pas trop de background pour voir un peu où est-ce que ça fonctionnait. Puis on s'est rendu compte, on était super contents, on était dans beaucoup d'IGA, pour ne pas les nommer, mais indépendants. Puis on disait, hey, les ventes sont là, ça va bien, mais il y a des mois dans l'année, dans le détail, que ça tombe. Puis là, on ne l'avait pas vu venir parce qu'on avait tant de points de vente, puis qu'ils achetaient tant au mois de juillet, on était super contents. Puis là, on a connu des mois, fait, hey, ils ne commandent pas, mais là, c'est normal. Puis là, tout le monde me disait, stresse pas, c'est des mois que le détail ne fonctionne pas. Fait que là, j'ai fait, OK, ces mois-là, pourquoi qu'on n'est pas ailleurs? Fait que là, c'est là que j'ai commencé à regarder, notre boisson, elle se prend, c'est une boisson santé-plaisir. Là, on a commencé justement à rentrer dans des spas, à rentrer dans des salles de spectacle, à rentrer dans des événements sportifs pour essayer de se diversifier au maximum pour être capable à chaque mois de l'année, il faut faire nos frais, il faut faire de l'argent, il
continuer à payer nos employés. On ne veut pas mettre du monde dehors en plein milieu de l'année. Fait que ça a été ça un peu, Vous êtes s'adapter, adapté. surtout sur les moments de consommation dans l'année. Tu sais, c'est une boisson froide. Fait que là, on savait que l'été, c'est très fort, mais l'été, dans un spa, il fait chaud. Fait que là, ça nous a allumé sur certains points de vente, puis on s'est adapté rapidement. Puis là, ben, on touche du cuir, là, ça va bien. Pierre, un changement qui a déplu à votre clientèle, puis comment vous êtes adapté? Un changement qui a déplu, exemple, l'an passé, on s'est retiré avec les produits de tarte, entre autres, dans la produit frais. On vendait dans les épiceries nos tartes de fraises et rhubarbe, 4 fruits, bon. Puis, on a pris une décision administrative plus financière de dire, regarde, c'était pas si payant que ça, on avait des problèmes de retour, tout ça. Fait que là, les clients sont pas ils étaient comme insatisfaits parce qu'il y avait un besoin, il y avait un engouement, les produits étaient aimés, sauf qu'on n'arrivait pas à faire nos frais et d'augmenter le prix. C'était pas la donne parce que là, le consommateur, à un moment donné, ça vient trop cher. Puis, fait que là, on a rectifié en vendant du produit congelé. Fait que là, le produit congelé est plus facile, plus adapté. On a même pu rectifier le prix à la hausse un petit peu. Fait que puis là, on gère les retours. Fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps des solutions au niveau d'un problème. C'est juste qu'il faut le prendre d'un angle, puis après ça, trouver des facettes. Au niveau du produit vinicole, on est dans les SAQ. Puis là, depuis l'ouverture, le permis, dans le fond, qui nous donne le droit de vendre dans les épiceries, on a diminué nos ventes SAQ pour essayer d'augmenter les ventes en épicerie. Des clients qui nous disent, on peut moins les retrouver à la SAQ. Ils sont encore disponibles, mais dans moins de succursales. Mais ils sont plus disponibles présentement dans les épiceries. Fait que c'est sûr que c'est des choix économiques. À un moment donné, il faut faire de l'argent, il faut faire des profits, puis on fait nos choix en fonction de... puis des fois, ça ne satisfait peut-être pas tout le temps la clientèle, mais en autant qu'on les retrouve, puis que les gens peuvent savoir s'adapter aussi. Mais on informe, quand on fait des mouvements comme ça au niveau de la clientèle, on les informe de nos mouvements, soit par Facebook, soit par Instagram, avec des moyens qui vont les informer. Puis Philippe, avez-vous déjà fait des moves inappropriés que vous avez regrettés? Certains, quand on se met à charger l'admission, il va y avoir des pushbacks, certains, mais avec le temps, ces gens-là, on ne veut plus les voir. On veut juste plus les voir. On les dirige vers le verger voisin. S'il vous plaît, allez-y, ils ne chargent pas l'admission. Allez-y, c'est parfait. Puis là, on se ramasse avec une clientèle plus de qualité. Faut faire attention. Si vous manquez de clientèle, faites pas ça. Là. Nous autres, on avait beaucoup trop de clientèle. Il y avait trop d'achalandage. C'est une des raisons pourquoi on a augmenté l'admission. Puis pour être plus viable. Puis on voit que la clientèle évolue avec les années, où il y a des marchés qui se développent. Vous êtes 3 entrepreneurs à l'affût de ce qui se passe. Comment vous restez à l'affût, Philippe? Tu fais partie de l'association? Oui, the North American Farmers Direct Marketing Association, NAFTMA. On mettra le nom sur le groupe Facebook des producteurs de fraises framboises du Québec. Oui, ou Farmers Inspired. Si vous allez voir Google, Farmers Inspired, puis justement, ce sont des gens inspirés. Marc-André, qu'est-ce que tu en penses, toi? Super. It's eye-opener, life-changing. Ça change la vie, oui. C'est une des raisons pourquoi je ne suis pas divorcé. C'est une des raisons pourquoi on est rentable à la ferme. Puis on se partage des idées à travers l'Amérique du Nord et puis le Royaume-Uni aussi. Ça fait longtemps que j'essaye de convaincre des Québécois d'en faire partie du groupe. Je vous invite, s'il vous plaît, à aller voir sur Internet North American Farmers Direct Marketing Association, NAFDMA, Farmers Inspired. Si votre anglais est so-so, désolé. C'est une bonne place pour le pratiquer. Puis, Pierre, toi, qu'est-ce que tu fais pour rester à l'affût des tendances puis des bonnes pratiques? Je dirais que c'est sûr que les réseaux sociaux sont omniprésents. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Fait que c'est sûr qu'on essaye d'être plus à l'affût et le plus possible d'être présent et d'informer les gens, les blogs, les dégustations en magasin. J'essaye le plus possible d'être présent
dans la mesure du possible, parce que les gens aiment les dégustations en magasin. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils goûtent, c'est quoi. Que le producteur soit présent souvent à une dégustation est important pour le client. J'essaye d'en faire. On a une équipe, dans le fond, qui fait des dégustations en magasin, autant pour les produits transformés. On fait déguster aussi nos produits à la SAQ, dans les épiceries. Fait que c'est pour se faire connaître, je pense qu'il faut pas avoir peur de faire goûter notre produit puis expliquer c'est quoi notre différence. Parce qu'on a toujours une plus-value, puis il faut essayer de la valoriser, de la favoriser et l'expliquer c'est quoi notre différence, puis C'est ça, parlant de positionnement, Léandre, tu as eu toute une démarche de positionnement avec une agence, toute une réflexion. Cet investissement-là, est-ce qu'il a valu la peine? Bien, au départ, là, vous avez vu la vidéo qu'on a fait faire. C'est sûr que c'est quand même un travail de pro. Puis moi, je vendais 2-3 tonnes de baies d'argousier par année. J'avais une page, je ne sais même pas, j'avais une page Facebook. Je vendais beaucoup de fruits, puis ça allait bien. Puis quand j'ai eu mon associé qui est embarqué avec moi dans l'aventure de kombucha, il m'a dit, bon, on va mettre des milliers de dollars, faire un site web, faire une vidéo de promo. Puis j'ai dit, ben non, on peut-tu commencer par faire de l'argent, puis on verra après. Puis il a dit, non, oublie ça, là, tu ne réussiras jamais à faire de l'argent si tu n'arrives pas à un niveau rapidement de démontrer qu'on est sérieux puis qu'on est dans les grandes ligues. Fait que j'ai fait confiance, j'ai dit OK, on s'endette puis on met de l'argent, puis forcé de constater que ça nous a vraiment positionné rapidement. Ça nous a positionné, tu sais, quand dans la vidéo, je parle d'eau de source, je parle de traçabilité, je parle des fruits. Bien, on s'est rendu compte que les gens, c'est ce qu'ils veulent comprendre, c'est ce qu'ils veulent voir. Tu sais, on me voit en salopette card, j'ai pas fait ça pour ma gang de chums. Tu sais, j'ai fait ça pour mamie au marché, ou papy au marché Atwater à Montréal, qui eux autres, ils ont besoin de voir ça, ils ont besoin de savoir qu'il y a un... Fait que cette démarche-là, l'argent qu'on a investi, je le conseille à tout le monde. Ce que je vous dis, par contre, c'est rester impliqué dans le projet. C'est vos tripes, vous êtes des passionnés, vous êtes des entrepreneurs. Vous savez comment c'est dur le matin, vous travaillez, c'est quelque chose de cœur. Bien, donnez pas ça les yeux fermés à des entrepreneurs, des consultants marketing. Restez près du projet, puis réaligner le tir aussi. Il faut que vous soyez partie prenante de cette démarche-là, qui peut être une super belle démarche, comme ça a été dans notre cas, mais j'étais là, j'ai pas dit « OK, vous m'arriverez avec un produit final. » C'est le chapeau de cow-boy sur la chose. J'étais comme, non, ils ont dit, il y a un message, il y a quelque chose qu'on veut faire avec ça, puis je les ai laissés aller, puis forcé de constater aujourd'hui que ça leur... Que ça paie. Oui. Des petites choses applicables à la ferme aussi, juste pour rester à l'affût de la clientèle, de ses besoins. Philippe, tu organises des journées VIP pour tes clients, puis ça t'aide à avoir du feedback. On a un programme à la ferme où les gens, au lieu de payer l'admission à tous les jours, ils peuvent s'acheter une passe saisonnière. Et puis, à chaque année, on invite les gens qui ont des passes saisonnières à venir faire un barbecue, un 5 à 7 avec Farmer Phil et la famille, mes 2 garçons, mon épouse, puis notre staff aussi. On fait rôtir du maïs sur le barbecue, saucisses, soupe, puis on leur demande aussi qu'est-ce que vous voulez voir, ou nous-mêmes, si on a des nouveaux produits à offrir, une nouvelle variété de maïs ou quoi que ce soit, de l'autocueillette de piment fort ou de l'autocueillette de patates. Qu'est-ce que vous en pensez? On va se saler les pattes aujourd'hui, à soir, là, puis qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Puis on veut votre feedback. Puis je pense que ton staff aussi te donne des bons trucs. Vous faites extrêmement important. Des concours de tartes. Le party de Noël, à chaque année, on fait des concours de tartes, de pâtisserie. Les filles dans la cuisine nous accueillent. Tous les gars du champ, puis les filles de la vente au détail aussi, on s'en va dans la cuisine, on fait des concours, puis on déguste ça ce soir-là, puis on fait des ajustements aux recettes. Puis trouvez vos recettes pour la prochaine saison. Oui. Juste un petit retour au 5 à 7 avec les déteneurs de passes saisonnières. Cette soirée-là, je ne l'inclus pas dans la valeur de la passe saisonnière, c'est 22,95 par année. Je ne l'inclus pas. C'est un marketing, c'est le meilleur marketing que tu peux faire, c'est d'amener les gens et de montrer ta passion. Qui de mieux pour montrer l'entreprise ou mettre sur un piédestal l'entreprise que la personne la plus passionnée de l'entreprise, puis le montrer, oui. Puis justement, parler de son entreprise, il n'y a personne qui est mieux placé que vous. Pierre, tu es toujours ouvert à
parler aux journalistes en région. Je pense que les journalistes sont en contact, puis s'il ne fait pas beau, s'il y a quelque chose qui se passe avec la météo même, ils t'appellent pour savoir comment ça a des répercussions dans les fraises. Oui, c'est ça. Je demeure toujours présent. Ils savent, que ce soit Radio-Canada, les CHNC, les UFM de ce monde, ou les radios, les télés. C'est sûr qu'on est présent. Quand que je peux pas, comme je t'ai déjà dit, quand je peux pas répondre à la question, ben je les envoie soit à l'association ou à l'UPA. Mais j'essaie d'outiller vraiment quand c'est le lancement de la fraise, quand c'est vraiment le démarrage de la production annuelle. Fait que, oui, on reste présent. Faut pas gêner aussi d'être fier de ce qu'on fait aux médias, de montrer notre amour, notre passion de ce qu'on fait. C'est des clients qui veulent savoir comment on produit, puis ils veulent surtout être informés. C'est les 5 minutes que tu prends dans ta journée pour parler aux médias, tu vois que c'est rentable en termes de Oui, clientèle. il y a un retour. C'est sûr et certain qu'il y a un retour parce que les gens, si tu les informes, ils vont rester en confiance. Des fois, ça peut être des bons coups, des fois, ça peut être des mauvais coups. On a eu des problèmes dans le passé, que ce soit le virus, que ce soit les problèmes financiers, tout ça. On les informe, puis ils sont fidèles. Ils sont fidèles parce qu'ils ont la vérité, ils ont la transparence. C'est ça qui est important pour la confiance. Puis, le temps file. Je vais vous demander de peut-être nous résumer là, ce que vous voulez que les participants retiennent de vos expériences de positionnement et de connaissance de votre marché. Léandre? Oui, bien, je l'ai dit un peu tantôt, je ne veux pas trop me répéter, mais tu sais, vous êtes... On m'entend? On va changer de micro. Oui, il y a des gens, vous êtes des passionnés, vous êtes des agriculteurs, vous travaillez fort. Mettez votre visage, mettez votre famille derrière vos produits. Les gens, la traçabilité, c'est super important. Prenez le café, s'il y a un café qui vient du Costa Rica, puis il y a un café à côté que Pablo, son nom est marqué, je vous garantis que vous allez probablement acheter le café de Pablo parce qu'il y a un visage derrière. Vous êtes des producteurs de fraises, c'est la même chose. Vous mettez du cœur, mais n'ayez pas peur de vous identifier à votre produit, donner l'information sur la traçabilité de votre produit. Vous avez vu, nous, on en parle beaucoup. C'est ce que les gens veulent entendre. Fait que moi, mon conseil, c'est continuer de transmettre cette passion-là. Puis les clients, ils ont besoin de voir qui est derrière les excellents produits qu'on met sur la table. C'est super important que ce message-là passe. Nous, si vous saviez comment ça serait plus facile d'ouvrir une canne qui vient de la Chine pour faire ça, je n'aurais pas la même qualité en bout de ligne, mais je vous garantis qu'on travaille vraiment fort pour arriver avec un produit de qualité comme on fait, mais on est fiers de ça, puis je le dis avec les producteurs avec qui je travaille, on va les mettre de plus en plus en avant-scène parce que je trouve que c'est important que les gens connaissent c'est qui les agriculteurs qui sont derrière nos produits, puis la traçabilité, ça vient de proche. Et le bio, j'ai rien contre, c'est super important, mais tu sais, on peut-tu s'approvisionner localement avec des produits de qualité? Combien de gens, de produits que je vois bio, je m'informe un peu, il y a trop d'intervenants, ils ne savent même pas d'où ça vient, ils ne savent même pas de qui est derrière ça. Hey, achetez de votre voisin, là, selon moi, c'est pas mal un gros bout de fait. Achetez de votre voisin, mais il faut qu'il soit informé. Oui, informez-les, puis je veux dire, avec les médias sociaux, choisir. avec les outils qu'on a présentement, le message est facile à passer. T'sais, dites les vraies choses comme elles sont, puis c'est ce que les gens veulent entendre, je pense. Pierre, Bien, dans toute entreprise, nous autres, c'est sûr qu'il faut savoir d'où on vient, pourquoi on le fait, comment on va le faire, puis avec qui on va le faire. Puis, tu sais, le qui, le comment, le où, le pourquoi, tout ça, c'est très important. Ça va dans la vision d'entreprise, la mission d'entreprise, les valeurs d'entreprise. Nous, c'est sûr qu'il faut travailler en concertation. C'est important chez vous, c'est important dans toute entreprise de travailler en concertation puis d'avoir une équipe qui va être fiable, puis tout ça, puis essayer de créer un engouement. Ça fait que c'est sûr qu'il faut savoir c'est quoi, c'est établir une stratégie, mission, vision, valeur, puis savoir tenir la route avec ça. Fait que je pense que c'est dans toute entreprise, c'est important. Se le rappeler Oui, continuellement pourquoi on fait ça, où pourquoi, on s'en va. Comment, puis... Ma question, c'était pour Philippe. Ça, chez nous, on fait beaucoup d'autocueillettes aussi, puis ça fait longtemps qu'on a la balade en tracteur pour amener le monde. Ça fait longtemps qu'on pense charger quelque chose. Puis
notre interrogation, c'était les personnes qui viennent pratiquement tous les jours chercher leur petit panier. Puis là, j'imagine que c'est à cause de ça, votre passe là, comme de saison, dans le fond, pour pas qu'elle ait à payer son 10 piastres tous les jours, là, dans le fond. Oui, c'est en plein ça. On a un couple, la famille Tremblay. Les enfants sont partis, ça fait longtemps. C'est un couple, ils achètent la passe saisonnière uniquement pour la saison des framboises. Ils viennent à tous les jours, ils payent 22,95 par personne. Ils ramassent le petit panier à tous les matins. Tu peux faire un early bird special aussi. Les gens qui arrivent avant 8h30 ou 9h, l'entrée est gratuite. Puis là, dès que ton achalandage de bonheur commence à être trop, ben là, charge, puis... Ouais. Parfait. Tous tes prix à l'autocueillette sont restés les mêmes. Tu vends à quantité ou au panier, mais en plus, tu as la passe d'entrée. Ça ne change rien dans tes prix d'autocueillette. Le panier 4 litres, il est à 11 piastres, et puis l'admission pendant 2 semaines, c'est 5 par personne. La fin de semaine, c'est 10 par personne pendant la saison des fraises et pendant la saison le Festival des récoltes ou Festival d'automne. Là. OK. Fait que vous faites fraises, puis quel autre produit en autocueillette? On commence la saison avec les sirops d'érable la semaine prochaine, asperges, une grosse chasse au coco pour les enfants à Pâques, 6 000 personnes en 4 jours pour la chasse au coco. Très, très bon revenu, première chose au printemps. Fraises, framboises, bleuets, tous les petits fruits, légumes, 35 acres de maïs sucré, courges, citrouilles, pommes, sapin de Noël. OK, je pense que c'est assez. Ça finit jamais. Puis on va planter des vignes ce printemps. Ouais. Des quoi? Des vignes. Des vignes, oh mon Dieu. Venez faire votre vin à la ferme. Est-ce qu'on aurait d'autres questions, une autre question pour nos entrepreneurs? Moi, j'en ai une, c'est parce que ce que je comprends, toi, tu es pas mal tout seul dans ton coin, Philippe, le Perrault, je sais pas trop. On est 3 vergers. L'automne, on est 3 vergers. Là. Ouais. OK. Parce que quand tu en as 3-4 autour de toi, puis tu es le seul à charger, comment, mettons, là, je sais que c'est pas ton cas, mais comment tu aurais géré ça? C'est dur, c'est très dur d'être le premier, c'est dur de se faire engueuler, puis je m'en vais chez le voisin, c'est dur d'entendre ça. Ça fait combien de temps Mes parents ont commencé à charger 1 ou 2 piastres, c'était pour la randonnée en charrette, aller au champ, c'était 1 ou 2 piastres en 96, je pense. Faut commencer à quelque part, 1 ou 2 piastres, puis on est rendu à 10. Puis as-tu une gate pour que le monde rentre? Tout est clôturé, puis il faut qu'il passe par une billetterie, là, c'est comme aller à la ronde, là. Certains, oui. C'est bon, merci. Tu peux pas passer du stationnement à l'aire de jeu ou à l'autocueillette sans passer par la billetterie. Mais ils peuvent passer du stationnement à la boutique sans problème, sans admission. Ça conclurait notre panel aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, pour votre temps, votre générosité.